Elle vient réclamer la séparation des pouvoirs et entend effectivement ici continuer à critiquer les juges. Ça y est, on a compris. Elle a été entendue, elle a fait appel. Une proposition de loi par Éric Ciotti, son allié, est en cours de discussion. En tout cas, en cours de dépôt. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant? Et si on commençait à s'intéresser aux problèmes des Français? Et si les hommes politiques de notre pays continuaient à s'intéresser... Bonsoir à tous, bienvenue dans Objection. Faut-il y voir un hasard du calendrier? Toujours est-il que depuis quelques jours, deux figures de la droite, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, alimentent l'actualité politico-judiciaire et suscitent le débat. Concernant la dernière, Marine Le Pen, elle a été condamnée lundi en première instance à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, 100 000 € d'amende, ainsi qu'à 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate et exécution provisoire, une peine qui pourrait donc l'empêcher de se présenter à la prochaine élection présidentielle. On va en parler avec Maître Fabrice Divisio. Bonsoir. Bonsoir à Maître Anne-Claire Lefebvre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bonsoir à Florian Philippot, président des Patriotes, qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, je précise que cette vidéo est à retrouver sur la chaîne YouTube Droit de Parole. Vous pouvez bien sûr vous abonner et vous pouvez liker et commenter cette vidéo. Alors pour commencer, je vais vous donner la parole, Maître Anne-Claire Lefebvre, sur le fond de l'affaire. Peut-on expliquer ce qui est reproché aujourd'hui à Marine Le Pen? Oui, tout à fait. Alors ce lundi, 9 eurodéputés du Parti du Front National, dont Marine Le Pen, ont été reconnus coupables lundi donc d'avoir embauché et payé des assistants parlementaires qui n'ont en réalité pas travaillé pour le Front National, pour les eurodéputés, mais bien pour le Front National en France. Ces faits ayant eu lieu entre 2004 et 2016. Il faut savoir que le Parlement européen met à disposition de chaque eurodéputé une enveloppe pour rémunérer finalement des assistants, des collaborateurs, pour les assister dans leur mission et dans le cadre de ce mandat européen. À partir de 2014, ce phénomène a pris de l'ampleur pour les eurodéputés du FN, puisque le parti est passé de 3 à 24 eurodéputés. Et concrètement, certains assistants parlementaires avaient été recrutés pour travailler dans le cadre des missions du mandat européen, sauf qu'ils travaillaient finalement directement pour servir les intérêts du parti en France. La mise en place de ce système, pour reprendre les mots de Bénédicte de Pertuis, la présidente de la formation de jugement du tribunal correctionnel de Paris, a permis au Front National de faire des économies conséquentes et d'alléger ses charges. 24 condamnations ont été prononcées ce lundi. Donc 9 eurodéputés, dont Marine Le Pen, ont été condamnés pour détournement de fonds publics. 12 assistants parlementaires ont été condamnés pour recel de détournement de fonds publics. Et 3 cadres du FN ont été condamnés pour complicité de détournement de fonds publics. Voilà, donc ça c'est ce qui est reproché aujourd'hui à Marine Le Pen. Fabrice Divisio, aujourd'hui, pour la chef des députés du Rassemblement national à l'Assemblée, il y a débat sur le champ de compétences des assistants parlementaires. Sur la fiche de poste, c'est aujourd'hui la ligne de défense du RN. La ligne de défense du RN, quand on voit le jugement, c'est de dire on a partagé les députés, les assistants. En fait, il y a une espèce de mixité. C'est une ligne de défense qui n'est pas très claire, parce que finalement, il lui suffit, à la fin de la fin, de prouver que ces assistants avaient travaillé pour le compte des parlementaires européens et s'étaient pliés. Le tribunal, d'ailleurs, reproche à la défense de ne pas avoir apporté les preuves. À ce sujet, il y a un élément intéressant dans le débat, c'est que Marine Le Pen a fait valoir « oui, mais c'est trop tard ». Elle dit, vous comprenez, et c'est vraiment en ces termes, elle dit « c'est trop tard, 10 ans après, je ne peux pas apporter la preuve ». Le tribunal lui répond « vous n'auriez peut-être pas pu apporter la preuve, mais vous auriez pu au moins apporter des faisceaux d'indices qui permettaient de considérer que vous aviez réellement respecté la loi ». Et donc, c'est un jugement très sévère parce qu'on lui reproche de même pas avoir apporté de faisceaux d'indices. Et il y a cet exemple assez caractéristique du garde du corps de Jean-Marie Le Pen, où en fait, il est rémunéré comme assistant parlementaire de Marine Le Pen, en l'occurrence, alors que, dit le tribunal, il n'a jamais mis les pieds au Parlement européen, il n'est capable de justifier d'aucune mission pour le compte de l'eurodéputé, et en fait a exercé sa mission auprès de Jean-Marie Le Pen lui-même à son domicile. Florian Philippot, vous avez été vous-même entendu par la justice dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les faits, justement, sur
les questions qui vous ont été posées à ce moment-là? Oui, bien sûr, il est normal que j'ai été entendu. Moi, j'étais député européen élu en 2014, parmi les 24 dont vous avez parlé, jusqu'en 2019. Et l'affaire a éclaté vers 2015, je crois, en 2015. Et donc, je n'ai pas été entendu tout de suite, mais vers à partir de 2018, il me semble, j'ai été entendu par les enquêteurs et par la juge d'instruction. Et comme tous mes assistants d'ailleurs. Et en réalité, la chose, effectivement, était assez simple, c'est-à-dire qu'il fallait démontrer des preuves de travail. Bon, moi, j'en avais, moi, je suis arrivé avec des cartons entiers, hein, parce que des preuves de travail, j'en avais plein. Et mes assistants aussi, naturellement, et puis des preuves de contact entre les deux. Et puis, voilà, et moi, ça n'a pas été très, très compliqué en réalité, donc j'ai jamais été mis en examen dans cette affaire. Et il se trouve que, par ailleurs, en 2014, au tout début du mandat, il y a eu une réunion à Bruxelles, avec Marine Le Pen et tous les députés nouvellement élus. Et il nous a été demandé à ce moment-là de signer une feuille qui prévoyait que nous déléguions au groupe la gestion de notre enveloppe d'assistants parlementaires. Et moi, alors non pas parce que je me disais à l'époque que c'était illégal, parce que j'en savais strictement rien et que l'affaire n'avait pas éclaté, que je venais d'être élu, donc je ne connaissais pas bien le fonctionnement, mais par principe, je n'ai pas voulu déléguer. Donc déléguer le choix des assistants parlementaires, oui, ça voulait dire... Oui, ça aurait été ça, oui. Ça voulait dire que... En partie, en tout cas, au moins. Il y aurait eu un pool au sein du parti qui aurait choisi les assistants parlementaires de tous les... Oui, et moi, si vous voulez, j'étais déjà vice-président du Front, j'avais un certain poids dans le parti, j'avais mes équipes, j'aime bien travailler avec des gens que je connais, donc je n'ai pas accepté de signer ce petit papier. Et en fait, ça a été aussi déterminant, parce que ça a prouvé que j'étais dans un truc... Moi, j'ai toujours été, si vous voulez, un électron libre dans le parti. Enfin, j'étais vice-président, mais il était quand même de notoriété publique que moi, j'étais quand même assez indépendant dans le mouvement, y compris du point de vue de mes idées, d'ailleurs. Et donc, voilà, donc j'ai pas été dans les mêmes... problèmes, les mêmes remous, les mêmes difficultés que les autres. Toujours est-il que vous aviez cette double casquette. Certains autres. Vous aviez cette double casquette qui est mise en avant aujourd'hui par de nombreux responsables du RN. Mais moi, vous aviez cette casquette de vice-président du Front National, de cette casquette d'eurodéputé. Donc, vous auriez pu finalement être mis en examen si vous n'aviez pas les preuves nécessaires. Non, parce que moi, j'avais aussi des doubles contrats, si vous voulez. Il y en a qui avaient des contrats simples, juste Parlement européen. Bon, moi, j'avais des doubles contrats. Enfin, moi, tout était fait vraiment très, très clairement. Vous aviez des assistants pour vous assister lorsque vous étiez au sein du Et FN. si vous voulez, il y a un autre sujet aussi, parce qu'il y a un double sujet quand même globalement dans cette affaire. Il y a des questions très techniques et administratives. Il y a deux statuts d'assistants parlementaires au Parlement européen. Il y a ceux qu'on appelle accrédités, qui ont l'obligation d'être soit à Bruxelles, soit à Strasbourg. Et vous avez les locaux qui n'ont aucune obligation d'y être, qui bossent dans le pays d'élection, donc la France pour nous. Et en réalité, si vous choisissez, vous cochez la case accrédité, alors il faut qu'ils vivent à Bruxelles ou à Strasbourg, il faut qu'ils badgent tous les jours au Parlement européen, parce ils sont un peu mieux payés, ils ont des avantages fiscaux. Et moi, j'avais des accrédités, c'était le cas. Et ils vérifiaient les badges et tout, il n'y avait aucun problème. Il y a eu un problème avec certains assistants de certains députés, eurodéputés au Front National, c'est qu'ils étaient déclarés comme accrédités et en fait, ils étaient locaux. Ils ne badgeaient jamais à Bruxelles, ils ne vivaient pas là-bas, ils n'avaient pas de loyer, etc. Et alors ça, je pense qu'il aurait fallu simplement le reconnaître. Moi, je pense que ça, il fallait, au lieu d'essayer de défendre un truc indéfendable, parce qu'il n'y avait pas de badgeage, il n'y avait rien, c'était indéfendable, il fallait ça, à mon avis, il fallait le reconnaître. Et après, il y a une question, et ça, ils ne l'ont pas reconnu, je pense que ça a affaibli leur défense. Après, il y avait une question plus politique qui, à mon avis, n'est toujours pas très bien tranchée, même si la justice l'a tranchée ici. C'est quel est le champ de travail d'un assistant parlementaire ? Honnêtement, c'est pas simple comme question. Parce que moi, je l'ai dit parfois, je l'ai dit à la juge, j'ai dit, est-ce que moi, à un moment, vous considérez que je suis eurodéputé ou vice-président du Front ? Quand un assistant est chargé de répondre au téléphone, il ne sait pas avant de répondre si la personne appelle pour parler au vice-président ou pour parler à l'eurodéputé. Et elle ne sait même pas, à la limite, elle s'en fout. Elle veut juste poser une question, par exemple, de quel est votre programme sur tel sujet. Ça intéresse autant l'eurodéputé que le cadre du parti. Donc là, ça, c'est pas hyper clair, si vous voulez. Et si donc il y a quand même un flou autour de cette question. Il y aura toujours un flou, parce que le métier d'assistant parlementaire... Mais qu'il était encore plus avant finalement, que l'affaire éclate. Certainement. Mais si vous voulez, moi je vais vous dire une chose. Si on s'amusait, on revient 30 ans en arrière, et on ouvre le dossier des assistants parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat...
et on met les 2/3 de l'hémicycle en examen. Alors, la question que tout le monde se Pour pose les mêmes raisons. Aujourd'hui, Fabrice, Marine Le Pen a-t-elle été punie pour ce qui lui est reproché ou pour ses idées? Parce que c'est un peu le sujet de ces derniers jours. Non, mais hein. c'est une question. Ça dépend. J'ai envie de vous dire, si j'étais honnête, je vous dirais forcément un peu les deux. Même il y en a un troisième. Elle a été punie pour son système de défense. Alors, c'est pas bien, hein, mais c'est une vérité. Elle a réussi cet exploit, qui n'est pas très compliqué à remarquer, d'excéder le tribunal. Le tribunal est sorti de cette affaire excédé. Totalement et littéralement excédé par la défense. Ça arrive parfois. Alors, c'est un choix, hein, c'est un droit. Le problème, c'est que... Et c'est un droit fondamental. Simplement... C'est pas forcément très habile d'énerver... Oui, après, la défense, c'est la défense. On fait un peu ce qu'on veut. Simplement, ici, si vous voulez, depuis 10 ans, on a l'impression que quand on lit le jugement et quand on a un peu suivi l'affaire, que Marine Le Pen, finalement, s'est jouée un peu de la justice, a pris ça de très haut, a refusé de comparaître devant le juge d'instruction, a fait valoir son immunité parlementaire, a usé de toutes les voies. En fait, finalement, à un moment donné, ce qui est assez curieux dans cette affaire, à la fin, et c'est un peu ce que vous disiez, j'ai envie de dire, soit les eurodéputés avaient des assistants qui ont travaillé pour eux, et il faut le prouver, soit c'est pas le cas, et on le reconnaît et on explique, en fait. Et j'ai quand même le sentiment dans cette affaire que si dès le départ Marine Le Pen avait joué sur le fait que, écoutez les garçons, c'est hyper flou ce truc, il a travaillé un peu pour moi, si elle avait reconnu finalement, tout simplement, et ben en fait, j'ai tendance à penser que ça se serait pas tout à fait passé comme ça quand même. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est difficile de dire qu'elle a été punie pour ses idées et que ses idées. Est-ce que ses idées ont joué? Est-ce que la présidente aimait pas Marine Le Pen et qu'elle a laissé ça entre lignes de compte? Admettons que ce soit vrai. Admettons que ce soit possible. C'est à la marge. Franchement, c'est à la marge. Quand on lit le jugement, les faits, à tort ou à raison, hein, je ne suis pas en train de dire que Marine Le Pen a commis des faits qui lui sont reprochés, mais les faits sont motivés, la condamnation, elle est motivée, Surtout elle est argumentée. Elle est toujours présumée innocente. Elle est toujours présumée innocente, évidemment, mais la condamnation est motivée ligne par ligne, montant par montant. On dit, vous n'avez pas fourni ça, vous n'avez pas fourni ça, on vous a demandé... Il y a aussi dans ce jugement, pour celui qui l'a lu, une volonté de pédagogie, de façon à ce que précisément on ne puisse pas soupçonner le tribunal d'avoir fait preuve de partialité. Quant à l'exécution provisoire, qui serait celle qui aurait fait basculer le dossier du côté politique, que vous dire de plus que quand on donne un pouvoir à un juge, il a tendance à en abuser. Et que si plutôt que de légiférer pour paraître sur les réseaux sociaux et les plateaux télé, on légiférait en conscience et eu égard aux conséquences de ce qu'on décide, eh ben cette affaire ne se serait pas posée. On ne peut pas accuser un juge d'avoir respecté la loi. Alors, ce qui interroge quand même, c'est cette question de l'exécution provisoire. Florian Philippot, qui oblige l'application de la peine avant même que la décision d'appel soit rendue. Une exécution provisoire pour risque de récidive et trouble à l'ordre public. Hein. C'est ce qui a été avancé par la juge. C'est vrai qu'on se pose la question. D'abord, où est le trouble à l'ordre public? Où est le risque de récidive en sachant que Marine Le Pen n'est plus députée européenne? Non, c'est vrai. Je crois que vraiment le cœur du problème de cette peine, c'est l'exécution provisoire aujourd'hui. L'exécution provisoire sur l'inéligibilité. Moi, je suis personnellement favorable à ce qu'il puisse y avoir des peines d'inéligibilité. J'aurais horreur de penser, et c'est un peu le sentiment parfois quand on entend les débats, que les élus ne seraient pas des justiciables comme les autres. Que parce qu'on est candidat à une élection, on aurait le droit de se soustraire à la loi. Ça, je ne suis pas d'accord avec cela. Alors, pas forcément. Il y a aussi le fait de dire que les élus doivent être condamnés, doivent payer, que ce soit une peine de prison ou une peine mais pas inéligibilité. Pécuniaire, mais pas d'inéligibilité. Moi, je crois que finalement, c'est après aux Français de choisir dans les urnes. Oui, ça c'est très théorique parce que les Français choisissent sur plein de critères et donc c'est difficile de se prononcer ils peuvent être choqués par ce critère-là, mais choisir quand même la personne parce que le candidat en face ne leur va pas. Après, est-ce que c'est pas leur choix? Oui, peut-être. Mais vous avez raison. À la fin, c'est le peuple souverain qui a raison. Ça, je ne vais pas vous contredire. Mais de toute façon, voilà, moi, c'est mon opinion personnelle. Je n'ai pas changé là-dessus. Je pense qu'il doit être possible qu'un juge prononce une inéligibilité. Mais après un jugement définitif. Oui. C'est ça qui me pose problème, moi. C'est l'exécution provisoire alors que le jugement n'est pas définitif.
Ça, je pense que là, il y a un vrai souci. Mais c'est l'exécution provisoire de manière générale en matière pénale qui pose un problème. Quand vous avez des dossiers dans lesquels vous avez des gens interdits d'exercice professionnel avec exécution provisoire et que vous n'avez pas la chance d'être Marine Le Pen dans des audiencements à 10 mois avec un engagement du procureur général de la Cour d'appel de Paris, comme c'est le cas ici, et que vous avez des jugements à 3 ans, c'est-à-dire après épuisement de l'exécution provisoire, voilà, le vrai problème, et je le redis, c'est que au fond, on a voulu à chaque fois être plus blanc que blanc, être transparent sur la transparence, et à la fin, ça se retourne contre nous. Mais il faut quand même dire un mot, si vous me le permettez, sur un point. C'est que, en fait, les députés, et c'est pas Florian qui me contredira sur ce point, ont l'habitude de voter des lois qui ne les concernent pas. Le pass sanitaire a été le merveilleux exemple d'une loi absolument inique et qui a placé des gens dans la même situation que Marine Le Pen pour la vaccination obligatoire des soignants, où on les a suspendus, le mot est quand même dit fort, hein, on les a suspendus provisoirement, on a tout dit quand on a dit ça, c'est-à-dire sans jugement, sans faute disciplinaire. Sans appel possible. Sans appel possible. Et à la fin, finalement, le législateur, lui, s'est arrangé pour ne surtout pas se voir appliquer ces mesures pourtant protectrice qu'il avait voté. Les retraites, c'est pareil. Oui, il n'y avait pas de passe à l'Assemblée. Il n'y avait pas de passe à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous voulez... où les retraites ne les concernent pas pour les sénateurs. Et d'ailleurs, vous voyez que la proposition de loi d'Éric Ciotti, actuellement, elle concerne uniquement l'inéligibilité avec exécution provisoire et le reste des peines. On s'en fout, mais complètement. Le problème que traduit cette affaire aussi, on ne veut pas le faire, ce débat, mais je comprends qu'on ne veuille pas le faire. C'est qu'à un moment donné, vous avez une classe politique, et particulièrement à droite, où quand on dit de tradition qu'on a la droite la plus bête du monde, on vient de le montrer. Vous avez une droite qui accuse des magistrats d'être de gauche, mais qui leur laisse le pouvoir de les condamner et effectivement de leur faire mal. Et qui... Concernant, quand même, effectivement, vous avez parlé de cette proposition de loi d'Éric Ciotti qui vise à supprimer l'exécution provisoire dans le cas donc des inéligibilités. Hein, c'est bien ça. Est-ce que vous y êtes favorable moi, je suis favorable, comme je vous l'ai dit, puisque je suis favorable à l'éligibilité uniquement... Sans exécution provisoire. C'est-à-dire à la fin, quand on a une décision définitive. Mais parfois même très lourde. Moi, je pense qu'il peut y avoir des éligibilités extrêmement lourdes et longues. Donc, vous êtes d'accord avec Éric Ciotti ? Par exemple, pour quelqu'un qui pique qui s'enrichit personnellement, qui est corrompu, je pense qu'il faut être intransigeant avec ces gens-là, et qu'on ne l'a pas forcément toujours été. Hein. Donc oui, pourquoi pas avec j'ai pas lu dans le détail la proposition de loi d'Éric Ciotti. Le seul petit sujet que je vais avoir, c'est que moi, je crains que là, si vous voulez, dans les heures et jours qui viennent, cette Assemblée et cette classe politique en général donnent le sentiment qu'elle se préoccupe d'un coup de sujet parce qu'elle est concernée personnellement. Et qu'elle oublie... c'est le cas. Vous savez, la souveraineté populaire restreinte, parce que là, c'est une question de restriction de la souveraineté populaire. C'est vrai qu'il y a un problème philosophique derrière. On a une candidate qui est très élevée dans les sondages, qui possiblement ne sera pas candidate, ne pourra pas être candidate. Donc, je comprends que ça suscite une certaine émotion et un trouble. Mais ce n'est pas une première, cette histoire. Nous avons, depuis des années, une régression, un casting présélectionné, une régression du choix des électeurs. Quand on applique des lois sur les temps de parole médiatiques, etc., de plus en plus strictes, qui font qu'on a de moins en moins de diversité politique à la télévision. Et ça s'est beaucoup aggravé, je l'ai vu aux dernières européennes. Quand on a des règlements européens qui censurent de plus en plus les réseaux sociaux, avec le Conseil d'État d'ailleurs qui vient de prendre une décision délirante. Hein. On peut fermer à tout moment maintenant les réseaux sociaux, même sans loi. Quand on a fermé des chaînes de télé, quand on a vu des exemples à l'étranger de plus en plus fréquents, la Roumanie, même si ce n'est pas tout à fait la même situation, mais on voit une pression de l'Union européenne pour annuler des élections, annuler des référendums, faire revoter des gens jusqu'à ce qu'ils votent bien, annuler des candidatures. Et on se réveille maintenant. Moi, je n'ai pas entendu tous ces gens-là. Je ne les ai pas vus avec nous dans les manifs, sous les fenêtres de l'ambassade de Roumanie, début janvier, en disant « il y a un problème et ça va venir en France ». Mais ils n'étaient pas là, ils nous riaient au nez à l'époque. Quand on s'est battu pour les suspendus avec Fabrice et tant d'autres, qui eux étaient pareils, mis sans rien à la rue, avec exécution provisoire et sans appel possible. Ils n'étaient pas là à l'époque. Donc si vous voulez... j'ai un petit sentiment qui ne me va pas. Je peux être d'accord sur le fond pour dire il y a un problème, on va le résoudre par la loi, pourquoi pas la proposition de loi Ciotti, mais que cette classe politique arrête de se regarder le nombril et s'occupe un peu des Français aussi. Fabrice Division. Il y a quand même un point, hein. Moi je suis à moitié d'accord. C'est-à-dire que l'idée de dire
Elle a 37% dans les sondages et donc, en gros, laissez-la tranquille. C'est parce que vous C'est dites. pas ce que je dis. Pas du tout. Non, Non. je dis, je peux Non, mais comprendre qu'il y a un mais problème. j'entends, mais La France, elle est divisée sur cette question. oui, mais clairement, justement, aujourd'hui. c'est où je voulais en Ça venir. crée forcément un C'est que trouble. J'entends une partie de l'opinion qui dit, écoutez, 37%, voilà. Mais du coup, c'est à partir de combien qu'on permet à un élu Oui. de détourner de l'argent? C'est une question. À partir de combien? Mais je n'ai pas dit ça non plus. Hein. C'est pas ce que je dis, mais je parle Mais d'une c'est pas partie. non plus ce que disent les Français non plus. Ah bah, un peu quand même. Vous êtes une... Non mais les Non, mais Français... c'est de se dire ce qu'on disait tout à l'heure, de laisser choisir les Français. Oui, mais non. Ça marche pas, votre truc. Ça veut dire qu'effectivement, c'est les sondages qui décident Oui. de la possibilité de choisir et donc du respect de la loi. Disons-le autrement. J'entends le Rassemblement national dire « Vous comprenez, on est à 37% dans les sondages, c'est un vol démocratique. » Donc, un candidat qui sera à 5% dans les sondages, lui, ça poserait pas de problème? Qu'est-ce qui détermine? C'est le seuil? Alors, on va vous dire non, c'est le fait qu'il se présente. Tout candidat devrait pouvoir se présenter. D'accord. Mais donc, ça veut dire que j'ai plus de mandat de dépôt contre des candidats. Ça veut dire que mon immunité, mon impunité, mon Bah, immunité... surtout que candidat aujourd'hui, ça veut rien dire. C'est ce que j'allais dire. On peut tous être candidat. C'est-à-dire qu'actuellement... Le vrai candidat, ça sera en mars c'est 2027. exactement c'est où je voulais en venir. C'est que juridiquement et administrativement, il n'y a que... Je suis candidat, à la limite. Donc, est-ce que je peux invoquer, moi aussi, ma qualité de candidat, me fabriquer un sondage pour dire, non, monsieur le président, moi, j'ai fraudé fiscalement, mais vous ne pouvez pas me demander de restituer l'argent à l'administration fiscale parce que je suis candidat. Vous ne pouvez pas mettre une exécution provisoire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas respecter la loi que les parlementaires ont votée parce que je suis candidat. Et vous ne pouvez pas non plus, effectivement, me mettre en prison parce que je suis candidat. Bah, Alors, il y a effectivement, il y a les Français, je disais, la France aujourd'hui est divisée. Il y a les Français qui avancent cette idée-là. Marine Le Pen, qui sur TF1 a même parlé de violation de l'état de droit. Et puis, il y a un autre camp qui parle d'indépendance de la justice. Mais est-ce qu'elle existe vraiment, l'indépendance de la justice, Florian Philippot? J'en sais rien. Est-ce qu'elle existe et est-ce qu'elle a déjà existé? Moi même non plus. Moi, j'y crois Je pas sais pas. beaucoup. Bon. Mais après, je vous dis, les seules fois où j'ai eu affaire, quand on a porté plainte contre moi pour des diffamations, j'ai toujours gagné. Donc, je ne peux pas dire que les juges aient mal fait leur boulot, parce que moi, j'estimais qu'il n'y avait pas de diffamation et j'ai été entendu. Et quand, dans cette affaire, j'ai été face, je dois le dire, à des enquêteurs et une juge d'instruction qui me semblaient, dans l'écoute et vraiment dans le dialogue, je ne peux pas non plus dire que j'étais face à des ayatollahs, des idéologues qui me détestaient. Ce n'était pas le cas. Je ne sentais pas un amour particulier, mais je sentais un professionnalisme. Bon, mais après, on a d'autres histoires qui nous montrent que l'indépendance de la justice, c'est quand même probablement faux. Mais ce qui pose un problème et un trouble, quand même, et ça, il faut en tenir compte, c'est un sentiment que tout le monde a, c'est qu'il y a un peu du deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que, vous savez, on bataille, nous, depuis des mois et des années, sur l'histoire des SMS d'Ursula von der Leyen. Là, on parle d'un contrat de 35 milliards d'euros. Elle a négocié par SMS. Même la médiatrice de l'Union européenne dit que c'est inadmissible, et de ça. Et on voit les juges d'instruction nationaux balayés par le parquet européen qui ne veut pas faire l'enquête. Donc on se dit, mais cette femme va passer entre les gouttes, elle va être impunie. Le financement de la campagne de Macron. Le financement de la campagne de Macron. Le patrimoine de Macron. Le patrimoine de Macron. Comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu d'enquête, etc. Donc, et on peut en citer plein des histoires comme ça. Et là, les gens se disent, attendez, c'est ça aussi qui crée, vous voyez, un écœurement et qui amène parfois à ce qu'on veuille défendre des choses. On va ensuite vouloir défendre Marine Le Pen ou d'autres uniquement parce qu'on a le sentiment que les autres ne sont pas poursuivis. C'est exactement ça. Il y a quand même un aspect qu'il faut bien prendre en compte dans cette affaire. Il y en a deux, à mon avis. Premier élément, la politisation de la justice et l'indépendance de la justice. D'abord, il faut bien mesurer qu'en fait, de toute façon, cette question des juges et de leur pouvoir est une question aussi vieille que la démocratie et finalement aussi vieille que l'État. Et que régulièrement, de long en long dans l'histoire, c'est Louis XIV et le Parlement de Paris, on accuse finalement le juge de ne pas être indépendant. C'est-à-dire que c'est classique, on l'accuse de vouloir être un agitateur politique, de vouloir finalement tantôt être dans le sens du gouvernement, tantôt être un opposant. Bon, ce qui est vrai ici, c'est que certaines choses interrogent. On ne peut pas dire le contraire. On interroge lorsque le syndicat de la magistrature se permet, entre les deux tours de l'élection, de dire faire barrage à l'extrême droite. On peut quand même, ici, commencer à s'interroger, et ça va de pair, dans ces cas-là, ce droit à l'expression politique, elle va de pair avec le nécessaire devoir de connaître les opinions politiques du magistrat qui vous juge. C'est-à-dire que c'est le cas aux États-Unis. C'est le cas aux États-Unis. C'est le cas en Suisse également, d'ailleurs, au passage. Hein. Mais on pourrait effectivement, quand même ici, légitimement, être à la place de Marine Le Pen, se dire, j'ai le droit de savoir
si le président, la présidente en l'occurrence, n'est pas adhérente au syndicat de la magistrature, n'est pas co-signataire ou en tout cas co-rédactrice du communiqué appelant à me faire barrage contre moi, c'est légitime. Ça veut dire que question. quand on parle d'indépendance de la justice, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, il y a peut-être un problème d'hypocrisie autour de ça. Et effectivement, aux États-Unis, ce problème est réglé, puisqu'au final, on connaît les positions politiques des magistrats. C'est vrai, ça ne règle pas tous les problèmes néanmoins. Parce que ensuite, ça va poser un autre problème si on fait ça. Connaître l'opinion politique de son juge, c'est en fait immédiatement derrière soupçonner que... c'est de faire attention au corporatisme. Les gens de droite vont être jugés par des magistrats de droite, les gens de gauche par des magistrats de gauche, et les gens du centre, il n'y en a pas. Un de droite, un de gauche. Ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même, attention, tout ça n'est pas un système parfait. C'est parce que le système n'est pas parfait que Florian a raison sur un point. Quand on touche à l'éligibilité, quand on touche à la matière pénale, et d'une façon générale, particulière à la vie démocratique, il faut qu'il y ait des garde-fous. Ici, ce qui est choquant, je termine sur le... Ce qui est extrêmement choquant, c'est que non seulement il y a une exécution provisoire, mais qu'il n'y ait pas de possibilité de la suspendre, en fait. C'est ça qui est choquant, finalement. Et que même si elle fait recours devant la Cour et qu'elle gagne devant la Cour, au sens où elle est inéligible sans que l'exécution provisoire soit confirmée, elle demeure quand même applicable pendant la procédure en cassation. Donc on peut dire aujourd'hui que Marine Le Pen ne sera probablement pas candidate en 2027. Alors, Maître Anne-Claire Lefebvre, effectivement, concernant cette exécution provisoire, la question était, dans un premier temps, de savoir si la commission d'appel, la Cour d'appel, allait rendre son jugement avant la présidentielle de 2027. Et hier soir, la Cour d'appel de Paris a assuré que ce serait oui. Oui, tout à fait. Je ne connais pas vraiment les délais d'audiencement à Paris. Il me semble... Long, très long. Oui, il me semble que c'est entre 18 et 24 mois. Ah non. On est plutôt sur 36 et 48 mois. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Donc en correctionnel, c'est entre 36 et 48 mois. C'est rarement effectivement confirmé l'Union syndicale des magistrats. C'est rarement 48, mais c'est rarement en dessous de 36. D'accord. Bon, dans tous les cas, si c'est le cas et que le procès en appel de Marine Le Pen aura lieu à l'été 2026... Délibéré été 2026. Le procès au printemps. Le procès au printemps, d'ici l'été 2026. Le procès dans un an, quoi. D'ici l'été 2026, voilà. c'est ce que j'ai vu. Et effectivement, l'Union syndicale des magistrats s'est réjouie que cette décision puisse être rendue dans ce délai, mais parle cependant d'un traitement particulier en précisant qu'un justiciable lambda attendrait beaucoup plus longtemps. Et c'est une évidence. Oui, bien sûr. C'est une évidence, Florian Philippot. Oui, mais il me semble que mais ça me choque pas tant que ça, parce que je crois que le juge, un juge vit dans une société, il doit tenir compte du trouble éventuel d'une société. Le juge administratif le fait. Il vit pas hors sol. Donc là, il voit bien qu'il se passe un truc, il y a une élection présidentielle. Bon, voilà. Ceci dit, c'est pas forcément un cadeau, en fait, qui est fait à Marine Le Pen. C'est pas forcément un cadeau, parce que cette histoire que vient d'expliquer Maître Divisio, cette histoire de cassation qui va réimposer l'exécution provisoire, même si l'appel avait levé l'exécution provisoire sur l'inéligibilité. De toute façon, et puis ce matin, j'entendais sur France Info, le premier président de la Cour de cassation annonçait que lui, tout serait bouclé début 2027. Donc ils vont rendre au bout de 6 mois leur affaire. Donc de toute façon, elle va arriver à la présidentielle, probablement inéligible. Il faudrait que la Cour d'appel lève l'inéligibilité, en fait. Ce serait la seule possibilité. Elle est quasiment automatique. Ouais, il faudrait qu'elle la relaxe pour faire ça. Il faudrait une relaxe. Qu'elle soit relaxe. Et honnêtement, si elle est relaxée, ils sont donc tous relaxés, puisque c'est elle qui a pris la peine la plus lourde. Donc honnêtement, j'y crois pas une seconde. Alors malgré ce petit espoir, puisqu'il y en a un petit en tous les cas, que la Cour d'appel lui laisse, l'hypothèse d'une présidentielle sans Marine Le Pen se dessine tout de même, l'hypothèse d'une présidentielle où les Français seraient privés d'une candidate quasiment, au vu des sondages, assurée aujourd'hui d'accéder au deuxième tour de ces élections. C'est ce qui se dit en tous les cas dans les derniers sondages. Le système cherche-t-il à écarter la seule candidate capable de battre la Macronie en 2027? C'est ce qui est avancé aujourd'hui. Selon ces sondages, en tous les cas, Florian Philippot. Le RN aura un candidat. Jordan Bardella ? Le RN n'est pas dissous. Très probablement, Jordan Bardella, aujourd'hui, c'est ce qu'on imagine. Ils ont même déjà fait un sondage, une intention de vote. Il a strictement le même chiffre que Marine Le Pen. C'est-à-dire que sans Marine Le Pen, le RN est également favori. Il a eu 35%. Je ne sais pas, alors attendez, les histoires de second tour... Moi, je ne sais pas qui est favori aujourd'hui. J'entends parfois ça. Ce sont les chiffres au premier tour. Oui, au premier tour, oui. Vous savez, je me souviens de sondage en 2013
où Marine Le Pen, au premier tour, était à 35% pour 2017. Elle a fait 22%. Donc, attention, il faut se méfier de tout ça. Et au second tour, alors là, on n'en sait strictement rien parce que tout se joue pendant les 2 semaines de l'entre-deux tours. On l'a bien vu la dernière fois. Toujours est-il que cette situation pourrait servir donc, c'est ce que vous nous dites, à Jordan Bardella. Mais c'est champagne pour Jordan Bardella. On va arrêter l'hypocrisie une seconde. Ah oui. C'est évidemment champagne pour Jordan Bardella. Et en ce moment, il doit faire semblant d'être triste. Il se frotte les mains. Mais c'est évident. Mais vous savez, moi qui connais un peu l'intérieur de ce parti, je connais pas mal de gens qui sont proches des deux, surtout de Marine Le Pen. Je sais depuis des mois et des mois que Bardella n'a pas l'intention de toute façon d'attendre 2032 pour être candidat, qu'il avait déjà en tête d'être candidat en 2027 et que cette affaire judiciaire est formidable pour lui parce qu'elle lui permet même de faire semblant d'être triste. Donc ça voudrait dire que s'il n'y avait pas eu cette affaire, il y aurait pu avoir rupture d'ici 2027. C'était possible. Mais cette affaire tombe bien. Enfin, vous voyez voilà, bien. alors on va me dire il est ultra cynique et de ça. Je le suis pas du tout. C'est de la politique. Hein. C'est de la Ceux politique, qui croient que la politique c'est autre chose. Non, la politique politicienne en tout cas, c'est ça. Et vous savez, un parti politique géré par 2 têtes, ça n'existe pas. Durablement, ça n'existe pas dans l'histoire, dans aucun pays, aucun parti, ça n'existe jamais. Il y a forcément à un moment un seul chef. Et là, c'est ce qui se passe. Mais on l'a vu Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Mais bien sûr. Et donc, en réalité, Bardella doit surtout pas le montrer, hein, qu'il est là, il doit faire la personne affligée, solidaire, triste. On va le voir au meeting dimanche probablement dénoncer les juges, etc. C'est normal. Il va évidemment pas montrer qu'il il doit vraiment réprimer ses sourires. Mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, en réalité, depuis des mois entre les deux, ça va mal. Et je le disais à des journalistes alors ceux les très introduits le savaient et me croyaient, d'autres me disaient non, ils montrent que tout va bien, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont meilleurs copains, ce qui est signe que ça va mal. Et là, en fait, je trouve qu'on le voit beaucoup en ce moment parce que Marine Le Pen, elle est souvent interrogée sur le plan B comme Bardella, on lui dit toujours ça. On se souvient d'ailleurs de Emmanuel Macron et de Gabriel Attal quand Emmanuel Macron qualifiait Gabriel Attal de petit frère. Hein. On savait que ça allait très mal entre les deux. On sait que maintenant c'est la haine totale. Ouais. et même à ce moment-là. Et en fait, oui, déjà à l'époque. En fait. Et en fait, on voit comment Marine Le Pen réagit. On la sent tout de suite agacée, assez sèche, assez cassante, et elle évacue ce plan B comme Bardella en disant non, je serai la candidate. Alors lui, ça va lui poser un petit problème parce que s'il doit commencer à être dans le costume du candidat seulement quelques semaines avant le scrutin, parce qu'avec toutes ces histoires de calendrier... S'il doit attendre l'été 2026, ça va commencer voir après. Et on ne saura même pas avant début 2027 qui est vraiment candidat. On va arriver où ? Alors, on va arriver à une situation où en fait, on n'aura quasiment pas de campagne présidentielle, encore une fois. C'est ça, en fait, qu'on nous réserve. En fait, on est en train de se dessiner... C'est le feuilleton de l'été, ça. C'est ça. Ce qui est en train de se dessiner, c'est très clair. Hein. À un moment, c'est une privation de la campagne. C'est en fait une... Toujours. Comme d'habitude, maintenant. Le grand gagnant de toute cette histoire, c'est Emmanuel Macron. Je veux dire, Édouard Philippe, qui est en embuscade. Enfin, voilà, on est en train de nous rejouer... finalement une confiscation de l'élection. Il y a 2 façons de la confisquer, l'élection: par la guerre, c'est pas totalement exclu encore, ou effectivement par un feuilleton, comme vous le dites, de l'été, par un drama, disent les jeunes, un espèce de truc un peu inventé de toutes pièces. Parce que soyons honnêtes, en fait, 2 minutes. Je vais pas le dire, je vais le dire pragmatiquement. On s'en fout, en fait. Pardon, mais on s'en fout. Soyons bien clairs. Au risque de... Que Marine Le Pen soit éligible ou pas, on s'en tamponne la cacahuète. Moi, j'ai quand même une question. Au sein du RN, la fin de l'ère Le Pen peut-elle être insufflée une nouvelle ère, un nouveau dynamisme au parti, ou au contraire, est-ce que ça risque de poser problème ? Est-ce qu'au sein du RN, au sein d'un parti fondé par Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à investir un non Le Pen ? Il y a 2 questions. Alors, la première question, c'est que si ça se passe vraiment comme ça, si c'est Bardella, ce qui est quand même le plus probable aujourd'hui, c'est l'accélération de la normalisation idéologique de ce parti. Je réponds à une question d'origine. Au tout début de notre interview, Marine Le Pen n'est pas un danger pour le système aujourd'hui. Elle a fait tellement de soumissions, de réputation. Mais le nom Le Pen peut être un caillou dans la chaussure du RN. Mais regardez, en quelques années, on vote pas la destitution, on vote pas les motions de censure. Une seule fois en décembre pour Bayrou, puis sur Barnier, plus maintenant. On renonce au Frexit, on ne dit rien pendant le Covid, on ne dit rien sur l'Ukraine, on valide beaucoup de votes à l'Assemblée nationale, au Parlement européen problématiques. On fait passer Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Donc ça s'appelle de l'antisystème. Pour moi, c'est pas de l'antisystème, ça. C'est fini. Et Bardella, ça va être l'accélération de ça. Parce que Bardella, il va encore plus loin.
dans la soumission. C'est lui qui, en interne, pousse toujours à aller plus loin dans l'acceptation de l'Union européenne, l'acceptation du soutien à l'Ukraine. Il va plus loin, le refus des motions de censure, c'est lui qui pousse. Donc si c'est Bardella, on va revenir vers un gros parti de droite bourgeoise, style UMP à l'époque, qui n'est pas bien dangereux pour le système. Hein. Et donc, ça va être ça. Après, il peut y avoir quand même, malgré tout, autre chose. Pas tant sur le fond, mais il peut y avoir une réaction d'orgueil des Le Pen. Il n'y a pas que Marine dans le parti. Il y a ses sœurs, il y a son beau-frère très influent, il y a des gens placés depuis des décennies aussi par des amis du père. Il y a sa nièce qui n'est pas bien loin. Voilà. Et en fait, Marine Le Pen et quelques autres, et je trouve que c'est un peu ce qu'on sent en ce moment, pourraient se dire, attendez, on a construit tout ça, mon père a construit, qui vient de décéder, on a construit tout ça dans tant de sueur, de larmes, de sacrifices, de défaites parfois, et de moments difficiles, de condamnations déjà. Et on donnerait ça à un gamin de 28 ans que j'ai placé là par mégarde, dira-t-elle. Je ne pensais pas qu'il allait prendre une telle place. C'est pas possible. Et ses sœurs lui diront, et son beau-frère, et toute sa famille, et ses proches lui diront, tu peux pas laisser faire ça, Marine. N'oubliez pas ça, le poids des entourages. C'est très, très important. Et vous avez une solution, c'est pour créer au moins une concurrence à Bardella, peut-être de parier sur Marion Maréchal, qui reviendrait au sein du RN, ou alors qui serait vraiment très, très associé de manière beaucoup plus étroite qu'aujourd'hui, et qui pourrait, par sa génération, son âge et son nom, réincarner une autre possibilité Le Pen. Mais elle part avec un handicap dans l'opinion publique par rapport à Bardella aujourd'hui. On est loin de la formule de Jean-Marie Le Pen, selon laquelle les traîtres en temps de guerre, on les fusille. Vous vous souvenez de cette phrase de Jean-Marie Le Pen qui avait dit, à propos de Bruno Maigret, les traîtres en temps de guerre, on les fusille. Là, pour le coup, Marion Maréchal, c'est la traîtresse par excellence. Je suis désolé. Oui, mais ça reste... non, mais je veux dire, ce serait quand même... tout est possible. Bien sûr. Ce serait incroyablement... c'est dangereux sur le plan de mais ça reste déjà un peu mis d'accord. Mais ça reste la famille, quand même. Oui, mais... Et il y a quand même quelque chose du lien du sang. Non, mais déjà en 2024, il y a eu un accord, puisque Marion Maréchal a eu le droit de choisir 4 députés élus. Oui. Alors, ce qui est le cas de personne d'autre. J'aimerais qu'on parle à présent de Nicolas Sarkozy, symbole d'un homme politique, ancien président de la République, condamné, recondamné, toujours sous enquête. Le feuilleton judiciaire autour de Nicolas Sarkozy ne s'arrête jamais. Combien d'affaires autour du même homme ? Beaucoup. Ça a même commencé avant qu'il soit président, lorsqu'il était encore ministre de l'Intérieur, avec, souvenez-vous, l'affaire Clearstream, qui s'est avérée être une manipulation. Alors, la France est-elle le seul pays où un ancien président est sans arrêt poursuivi depuis 10 ans ? Je ne sais pas dire si c'est le seul pays. Je sais dire qu'on donne quand même soyons clairs, on donne un spectacle ici qui est quand même un peu dévastateur. Sur le fait qu'on a quand même un homme qui a été condamné plusieurs fois. Alors, ici, la question va vraiment se poser de savoir est-ce qu'il n'y a pas un acharnement judiciaire ? Qui n'a pas été condamné plusieurs fois. En tous les cas, qui a été poursuivi plusieurs fois. Poursuite, effectivement, bien sûr. Condamné une seule fois, mais bon, voilà. C'est un secret de polichinelle que de dire que la condamnation dans l'affaire, vu les réquisitions du parquet, dans l'affaire actuellement pendante, terrible réquisition, quand même, épouvantable réquisition. 7 ans de prison, 300 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité. 7 ans de prison, ça veut dire que si le parquet, il faut bien mesurer ce que ça veut dire, si le tribunal suit les réquisitions du parquet, c'est 7 ans de prison ferme. Ça veut dire que... Pour un ancien président de la République. Va en prison. Il n'y a pas de bracelet. Il n'y a pas de bracelet, là. Et donc... Pourquoi c'est 7 ans ? Parce qu'il a déjà un bracelet ? Non, c'est pas ça, c'est que nous sommes au-dessus. Oui, il en a un, bien sûr, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de bracelet. Il n'y a pas de bracelet parce qu'on est au-delà des seuils d'acceptabilité des bracelets d'aménagement des peines. Ah oui. C'est 24 mois, le seuil maximal d'aménagement des peines. Et donc, on est ici dans une situation où il va en prison. Et alors, il n'ira pas en prison parce qu'il n'y a pas de mandat de dépôt à l'audience. On n'ira pas jusque-là. Et donc, on va ici avoir un effet suspensif de l'appel. Mais à terme, si la Cour d'appel confirme et la Cour de cassation rejette le pourvoi, on sera sur un président qui potentiellement pourra aller. Et plus que ça, il faut quand même mesurer de quoi on parle. Interdiction des droits civiques, civils et de famille. C'est-à-dire qu'il perd l'autorité parentale sur sa fille mineure. Bon, en fait, ce que dit le parquet à mots couverts, c'est que Nicolas Sarkozy est coupable de crimes
de haute trahison. Alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur cette affaire, cette affaire qui est en cours du procès donc de Nicolas Sarkozy. On parle de plusieurs millions d'euros de la part du régime libyen pour financer la campagne électorale de 2007. Ce qui est reproché à Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir reçu des valises d'argent, pour faire simple, pour financer sa campagne présidentielle de la part de Kadhafi. Il a été dénoncé en fait à cette fin, et donc en fait il y a eu une ingérence d'une puissance étrangère dans une élection nationale, ce qui est extrêmement grave. Oui. Alors sur le fond de l'affaire, est-ce que on parle effectivement d'une affaire extrêmement grave, des fonds étrangers qui aient pu infiltrer une campagne présidentielle française? Si ces faits sont avérés, quelle serait l'implication pour la souveraineté politique de notre pays, Florian Philippot? Alors moi je vais vous dire, je ne verserai aucune larme sur Nicolas Sarkozy. Je pense que ce qu'il a fait là et tout le reste est beaucoup plus grave que ce dont on parlait avec Marine Le Pen. Je ne veux pas qu'on... On peut reprocher des choses à Marine Le Pen. Ce sont deux affaires totalement séparées. On n'est quand même pas sur les mêmes histoires. Parce que là, on parle non seulement de l'ingérence d'une puissance étrangère, la Libye, dans une élection présidentielle. Il y a tout un système extrêmement compliqué, si on s'intéresse au dossier qui a été mis en place, avec plein de gens d'intermédiaires, etc. Système, Oui, mais derrière, Sarkozy serait intervenu militairement pour effacer les preuves jusqu'à dégommer ce chef d'État, en l'occurrence Kadhafi, et avec les conséquences qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est-à-dire les conséquences gravissimes de déstabilisation de ce pays, qui est cassé en deux, et déstabilisation de notre pays, avec l'ouverture de flux migratoires, de flux djihadistes qu'on subit toujours aujourd'hui. Donc, oui, c'est de la haute trahison, en fait. Et comme c'est Sarkozy qui l'a supprimé de la Constitution en 2008, la haute trahison, et moi je pense qu'il faut le remettre dans la Constitution, sa peine, c'est un minimum, pour moi. Les 7 ans de prison, etc. Ce qu'il a fait là, c'est contraire à l'intérêt national français. C'est non seulement de l'ingérence pendant une campagne présidentielle, c'est non seulement une tricherie s'il est condamné au bout, je prends les précautions d'usage, mais c'est par ailleurs une destruction de l'intérêt national. Vous ajoutez ça à tout le reste, parce qu'il y a plein d'affaires qui sont très graves à côté, judiciaires, et puis ce qu'il a fait politiquement. Il y a eu aussi beaucoup d'affaires. La trahison du traité de Lisbonne, la vente de 20% de notre or national. Il y a eu beaucoup d'affaires aussi où il y a eu des non-lieux, ou des affaires qui se sont avérées... Mais là, rien que la Libye suffirait, si vous voulez. La Libye, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est vraiment de la haute trahison sans pouvoir le dire, parce que ça n'existe plus. Et donc, ça justifie des peines extrêmement lourdes. Quelle image, quel spectacle, Fabrice Divisio parlait de spectacle à l'étranger, quel spectacle ça va renvoyer? On n'a qu'à pas élire des gens comme ça. Non mais oui, sauf qu'il a été élu, il a été président de la République, il a pu atteindre la plus haute fonction de l'État. Quelle image cela va donner d'un pays qui emprisonne 7 ans d'affilée un ancien président de la République? Je suis pas sûr que les peuples du monde seront choqués par cela. Ils seront choqués par le fait que nous avons eu ça à la tête du pays. Toute l'Afrique est choquée par ce qui... Vous savez pourquoi on a de mauvaises relations aussi aujourd'hui? On s'est fait chasser de l'Afrique. C'est pas que les méchants russes et tout qui nous chassent. C'est notamment une conséquence de cette affaire libyenne où on a choqué, à partir de ce moment-là, 2011, tout le continent africain en intervenant comme cela, en cassant un pays qui voulait trouver... Je ne suis pas du tout un admirateur de Kadhafi, je ne le connaissais pas, mais enfin bon, il voulait trouver une voie d'indépendance, il avait bien le droit de développer son pays, et on a cassé tout cela. Ça a des conséquences incalculables, cette affaire. Donc, vous voyez, l'image de la France, de toute façon, avec un Macron président, est déjà au 10e sous-sol. On descendra au 15e, c'est tout. Mais c'est aux Français de se réveiller et de se choisir d'autres dirigeants. Fabrice Divisio. Il faut quand même mesurer qu'aux États-Unis, ce serait 250 ans de prison sur quelque chose comme ça. Et on serait sur un crime fédéral. Bien sûr. On serait pas loin peut-être de la peine de mort quand même. Donc il faut mesurer ce qu'on... Je ne dis pas qu'il est coupable, mais je dis qu'en pareille matière, les réquisitions du procureur fédéral, procureur spécial qui serait nommé aux États-Unis pour cette affaire, sur la même circonstance avec d'un côté de l'ingérence dans une élection américaine et de l'autre l'utilisation de la puissance militaire à des fins de destruction de preuves et des fins personnelles, c'est pas loin d'être la chaise électrique. Alors non, parce qu'il y a la peine de mort au niveau fédéral, c'est pas possible. Pour autant, on serait sur 250 ans de prison, là. Donc il faut bien mesurer ce qu'on reproche. Ici, juste un point, c'est ici, vous voyez, c'est là, où, pour reprendre notre question de tout à l'heure, Sarkozy a affronté brutalement et violemment les magistrats. Donc on pourrait... Ça a toujours été ça. Dès son premier jour en tant que président de la République.
Il s'est mis à dos la magistrature. Alors, si vous me demandez Donc ça mon veut avis... dire qu'il y a effectivement les faits qui, s'y sont avérés, sont très graves. Il y a le fond de l'affaire, mais dans la forme, il reste qu'il y a un problème entre Nicolas Sarkozy et les juges. Mais où il y a un problème... Enfin, réfléchissons-y un instant. Ça témoigne quand même d'un dysfonctionnement démocratique majeur, cette affaire. Vous avez un président qui, en exercice, prend à partie violemment les magistrats en des termes parfois quand même assez surprenants. Vous avez en réponse des magistrats qui le placardent sur le mur des cons, avec des poursuites, mais qui à la fin se soldent par une espèce de jugement mi-figue mi-raisin où chacun rentre chez lui. Et vous avez un président de la République qui comparaît devant l'autorité judiciaire, laquelle, pour le coup, doit juger ici de ce qui relève quand même de l'acte de gouvernement par excellence, on ne le dit pas comme ça, mais qui est le fait d'ordonner la suppression de quelqu'un. On ne lui reproche pas d'avoir tué Sarkozy, d'avoir tué Kadhafi, c'est pas ça. Mais on sait tous qu'en filigrane, ce qu'on lui reproche, c'est tout ce qu'il y a autour de Kadhafi. Donc vous voyez le bordel que c'est sur le plan strictement démocratique, et Florian a raison sur un point. À quel moment on va arrêter dans ce pays? Il faut à un moment donné que le peuple français se prenne en main et arrête de vouloir tout le temps répondre, ou en tout cas succomber aux sirènes médiatiques qui vous vendent des candidats sur un plateau en les présentant comme les nouveaux sauveurs. Sarkozy était un margoulin, et c'est quelqu'un qui était au staff de campagne qui vous le dit. J'étais secrétaire national en 2006-2007 d'un parti associé à l'UMP. Donc je peux vous dire clairement que ce qui se passait au sein de la campagne en 2006-2007, franchement, je ne suis pas très étonné qu'on en arrive là aujourd'hui. Je ne fais aucun lien et je ne dis certainement pas qu'il est coupable, mais arrêtons, si vous voulez, 2 minutes, de nous voiler la face. On n'a certainement pas affaire à un saint, et Florian a raison de souligner qu'on fait toute une histoire de Marine Le Pen et de la démocratie, tout ce que vous voulez. L'atteinte démocratique de Nicolas Sarkozy, avec les sondages de l'Élysée, avec tout ce qu'on veut, c'est d'une gravité exceptionnelle. Toujours est-il que sur la question de la démocratie, justement, il y a un sondage qui vient de tomber il y a quelques heures. 61% des Français estiment que la démocratie fonctionne mal aujourd'hui en France. C'est un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche. 61%. Qui sont les 39. Qui sont les 39, oui, c'est ça. J'ai envie de les réveiller un peu, là. Et surtout, il n'y a pas que ça, c'est qu'on pourrait poser la question 61%. Maintenant, deuxième question, qui est responsable du dysfonctionnement de la démocratie? Mais de toute façon, de quoi? Vous savez, démocratie, le pouvoir du peuple, de quoi on parle? Nous sommes dans un pays où tout est décidé à Bruxelles. Donc, à la base de la base, vous n'avez pas de démocratie. C'est le général de Gaulle qui disait la démocratie et la souveraineté nationale, c'est la même chose. Ben oui. Donc, quand vous n'avez pas de souveraineté nationale, vous n'avez pas de démocratie. Déjà, à la base, c'est impossible. Quand vous décidez, regardez tout le foin en ce moment, les ZFE, on ne peut pas les supprimer, c'est l'UE. Mercosur, on ne peut pas. Ils ont voté contre à l'Assemblée nationale, mais c'est quand même appliqué parce que c'est l'UE. Ils ont voté contre l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 pour les voitures, mais ça ne sert à rien parce que c'est l'UE. Et puis, il y en a plein des exemples comme ça. C'est vrai sur tous les sujets aujourd'hui. Donc, déjà, c'est plus possible. Ensuite, on ne fait plus de référendum. Dans quelques jours, on va fêter les 20 ans du non, le 29 mai 2005, à la Constitution européenne, notre dernier référendum national. Donc ça veut dire que les personnes aujourd'hui qui ont moins de 38 ans en France n'ont jamais connu de référendum. Vous voyez ? C'est quand même, alors que c'était quand même un des instruments phares de la Ve République créé par le général de Gaulle qui, lui, l'utilisait assez fréquemment. Puis bon, tout ce qu'on voit, enfin, je veux dire, on vote pour des majorités s'il n'y a rien qui change. Donc, évidemment que la démocratie fonctionne extraordinairement mal, plus tout ce qui est autour. Les contre-pouvoirs ne fonctionnent plus. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, on l'a vu particulièrement pendant le Covid. Les médias, on a vu l'histoire de l'Arcom qui ferme maintenant des chaînes de télé. Et puis on restreint les temps de parole, le pluralisme. Moi, j'ai plus le droit qu'à 2 secondes là, 3 secondes là, 4 secondes là. Enfin, c'est devenu délirant, les temps de parole. Tout est donné au même tout le temps. Donc, et il n'y a rien qui va dans la démocratie en France. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Il y a un point, si vous me permettez, je voudrais réagir sur un point prêtant à Florent Philippot le propos ici. Tout à l'heure, quand on s'est eu au téléphone, il a souligné quelque chose qu'il n'a pas souligné ici, mais que je voudrais quand même restituer. Il faut bien mesurer une chose, quand même. Il faut mesurer une chose. Là, ce qui se passe, là, vous avez l'attention du public qui est accaparée par Marine Le Pen. Très bien. Marine Le Pen qui appelle à manifester dimanche en soutien à celle-ci et effectivement, finalement, pour lutter contre le gouvernement des juges, tout ce qu'on veut, donc ce dysfonctionnement démocratique mis ainsi en évidence. Sauf que, Florian le rappelait tout à l'heure, hors plateau, dimanche, c'est aussi la manifestation contre les ZFE. Donc ZFE,
qui est normalement contre lequel le RN s'est félicité d'avoir réussi en formation restreinte en commission restreinte d'avoir fait lever la ZFE, où on lui a immédiatement rappelé qu'en fait, si on fait ça, on devrait restituer l'argent à l'Union européenne, on devrait rembourser l'Union européenne dans des proportions extravagantes. Et donc, on a d'un côté un vrai problème de fonctionnement démocratique avec ces ZFE qui pourrissent la vie des gens, mais qu'on ne peut manifestement pas entraver parce que l'Union européenne dit non, c'est exactement ce qu'on nous a dit. Et de l'autre, un fonctionnement démocratique privatisé au profit de Marine Le Pen. Et qu'est-ce que Marine Le Pen appelle comme rassemblement? À quoi appelle-t-elle pourquoi appelle-t-elle manifester? Pour la violation des principes démocratiques sur ces questions qui pourrissent la vie des gens. On a exclu socialement du jour au lendemain des millions de gens. Des millions de gens sous l'impulsion de l'Union européenne. Donc c'est un vrai problème démocratique. Et de l'autre, un jugement qui certes la pénalise, mais effectivement qui de là traduit peut-être un dysfonctionnement démocratique, mais qui est la conséquence du premier dont on parlait à l'instant. Donc je suis un peu étonné, si vous voulez, de cette capacité qu'a Marine Le Pen c'est bonne guerre, à jouer la victime ici, c'est de bonne guerre, à en appeler au principe démocratique quand elle considère qu'elle en est la victime. Rejoignant ainsi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'au fond, les hommes politiques ne s'intéressent jamais qu'à la démocratie, que quand ça leur sert. Que quand ça les concerne. Alors, est-ce que ce sera ma dernière question, est-ce que toutes ces affaires, on parlait effectivement de Marine Le Pen, de Nicolas Sarkozy, même si on ne compare pas évidemment les deux affaires, est-ce que tous ces feuilletons judiciaires ne risquent pas une fois de plus de détourner les Français des urnes, de les dégoûter encore plus de la politique, Florian Philippot? Oui, probablement, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez? C'est difficile de vous répondre à votre question parce que de toute façon, les affaires sont là et qu'on est dans une société aujourd'hui où tout est beaucoup judiciarisé. La question que on voit quand même qu'il n'y a pas de... La dissolution en 2024 a prouvé, il y a eu un très fort taux de participation. C'est vrai. Il n'y a pas de dégoût structurel de la politique. Les gens veulent juste, les Français, je crois, veulent juste que maintenant, ça suffit, on leur parle des vrais sujets et qu'on pose des vraies lignes de débat. Et voilà, et ça pourrait évacuer, il suffit qu'on fasse ça, et tout ça, ce sera oublié ça ne veut pas dire qu'on ne devra pas le juger, mais c'est pas ça ce qui sera au cœur des préoccupations des Français. C'est qu'on se réintéresse un peu à eux. Et pour le faire, il faut qu'on redevienne un pays souverain. Tout le reste, c'est de la comédie et c'est du théâtre. Donc c'est ça que je dis, voilà, donc je ne suis pas pessimiste fondamentalement sur l'engagement politique des citoyens français, je pense qu'ils restent citoyens, je pense qu'ils restent intéressés par la chose publique, à condition qu'on leur parle de leurs vrais sujets, de leur pays, et qu'on arrête de leur mentir en leur disant qu'on va faire des choses alors qu'on sait que c'est Bruxelles à la fin qui décidera. Voilà. Sur ce que disait Fabrice, c'est très vrai, je voulais dire un mot. C'est très malheureux de voir que la seule manifestation qu'organise le RN en 5 ans, au moins, mais en fait en 30 ans, mais bon, en 5 ans, on va dire toute cette dinguerie a commencé il y a au moins 5 ans, ce soit pour eux, sur leur nombril, leur affaire. On les a pas vus pendant tout le Covid. Ils ont même traité nos manifestations de dinguerie. On ne les a pas vus quand nous, on était au pied de l'ARCOM, quand nous, on était au pied de l'ambassade de Roumanie, quand on était au pied du ministère de la Santé, du ministère du Travail. Après, d'une manière générale, non, mais attendez, la droite manifeste. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais ça, c'est un confort qu'on s'achète, alors. Non, mais c'est pas un confort. Moi, je ne me mêle pas à la foule. C'est sale. C'est un constat que je fais. Je sais pas. Effectivement. Vous n'avez pas l'impression que dans le pays, la gauche manifeste beaucoup plus que la droite? En 68, il y a eu les plus grandes manifestations de quasiment de l'histoire de France pour soutenir le général de Gaulle. Et je crois que c'était plutôt les gens qui se disaient de droite. En 84, ils ont manifesté pour la loi de Vaquet, et c'était les plus grandes manifestations de la Ve République, c'est pour défendre l'enseignement privé, c'était plutôt des gens dits de droite. Je pense que ça, c'est un confort, non pas du peuple de droite, si tant est que moi je ne raisonne pas en droite et gauche, mais bon, je reprends votre terme, du peuple de droite à qui on prête des choses qui ne sont pas les leurs, les siennes. Ça, c'est un confort des responsables politiques. Moi, je les ai entendus, effectivement, vous avez raison, hein, j'ai entendu des responsables LR, RN dire « Nous, on ne manifeste pas parce que ça se joue à l'Assemblée nationale. » Ben non, tout se joue pas à l'Assemblée nationale, c'est bien la preuve. Hein. Et surtout quand le casting, c'est vous. Non, on est maintenant un peu le Parlement dans la rue. Hein. Moi, je considère que nos manifs, c'est de plus en plus le Parlement dans la rue, puisque le Parlement ne fait pas son boulot. Eh ben, c'est malheureux d'être capable de se mobiliser uniquement pour soi-même. Et moi, dimanche, je ne serai pas là-bas. Je serai avec les Français qui manifestent contre les ZFE. Parce que ça, c'est prévu depuis des semaines. C'est pas organisé par moi, hein. C'est organisé par des associations d'automobilistes, de motards en colère, d'Alexandre Jardin. Et les Patriotes font aussi des manifs
mais on contribue avec les autres. Moi, je serai avec eux parce que les ZFE, c'est profondément choquant. Et que ça touche, je crois, en particulier l'électorat de Marine Le Pen. Et je pense qu'elle aurait été bien avisée de ne pas mettre sa manif le même jour, parce que ça va empêcher des gens de participer. Voilà, c'est pas correct. Dernier mot. Un dernier mot, Est-ce que vous Fabrice. imaginez la grandeur d'âme de Marine Le Pen, qui dit, écoutez, je m'efface devant les causes nationales, et maintenant que la Cour a décidé d'audience en 2026, place à la défense, place à la justice, et effectivement, nous en reparlerons en 2026. Mais en attendant, je suis candidate et je l'ai déclaré, et je m'intéresse aux intérêts du pays. Ça, c'est une posture. Voilà une posture. Sauf que là, depuis une semaine... Mais là, ça ne servira à rien ce qu'elle fait. C'est absolument rien. Elle va juste se mettre encore plus à dos les juges. Qu'est-ce qu'elle veut faire, là? Elle veut venir... elle proclame, elle vient réclamer la séparation des pouvoirs, et entend effectivement ici continuer à critiquer les juges. Ça y est, on a compris. Elle a été entendue, elle a fait appel. Une proposition de loi par Éric Ciotti, son allié, est en cours de discussion, en tout cas en cours de dépôt. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant? Et si on commençait à s'intéresser aux problèmes des Français? Et si les hommes politiques de notre pays continuaient à commençaient à s'intéresser à d'autres personnes qu'eux-mêmes? C'est ça le véritable problème de fond. Et que traduit aujourd'hui l'attention ainsi centrée, médiatique, politique sur Marine Le Pen, pardonnez-moi de redire avec une insistance particulière, on s'en fout. Je vais vous dire, là où elle défendrait le mieux sa cause, elle vient à notre prochaine manif nationale pour la paix. Et ce sera le mot de la fin. Pour la paix. Elle sera la bienvenue, hein. On l'accueillera, on lui donnera la parole. Et je ne plaisante pas. Eh ben, Et je vous l'invitation est assure lancée. qu'elle se grandirait énormément. L'invitation est lancée. Fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Pensez à liker, à commenter, bien sûr, si vous avez aimé. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Droit de Parole. Merci beaucoup, Florian Merci à Philippot, vous. d'avoir été avec nous, président des Patriotes. Merci à Maître Fabrice Divisio. Merci également à Anne-Claire Lefebvre. Et on se retrouve, bien sûr, pour un nouveau numéro d'Objection.